Donc voilà, après les deux premières séances, la troisième séance ici de ce cours va être autour des ondes de subduction, de leur évolution, mais aussi on parlera à la fin d'un troisième type de limite plaque qu'on appelle donc les failles transformantes. On va expliquer pourquoi ça s'appelle transformante et quelle est leur origine et quel est leur rôle. Le cycle de Wilson pour terminer donc ce cours de la technologie. Donc les ondes de subduction, la dernière fois on a vu les ondes de convergence, les dorsales océaniques. Aujourd'hui on va voir les ondes de subduction qui sont des zones où vous avez la croûte océanique d'une plaque plonge sous la croûte continentale ou bien sous la croûte océanique, sous une autre croûte océanique. Mais jamais de croûte continentale qui va plonger. Jamais vous allez voir une croûte continentale qui plonge. Et ça, on le sait parce que tout simplement, la croûte océanique est plus dense, c'est-à-dire elle est plus lourde, c'est elle qui plonge sous la croûte océanique ou sous la croûte continentale. On en a parlé la dernière fois, rapidement. Si vous avez une croûte océanique qui plonge sous une autre croûte océanique, vous avez formation de magma ici par hydratation du manteau supérieur. Hydratation, ça veut dire rajouter de l'eau. Et ce tout, il vient avec la croûte océanique qui plonge. Donc une hydratation, plus un peu de pression, ça va faire naître le magma. Un magma andésitique, c'est un magma intermédiaire, et des laves basaltiques qui vont remonter sous forme de volcan dans l'océan. Et tout ça selon une ligne parallèle à la zone de subduction. Et donc, ça va former un arc qu'on appelle un arc insulaire. Le cas contraire, où vous avez la croûte océanique et plonge sous la croûte continentale, c'est la croûte continentale marron, vous allez avoir la même chose, une hydratation de la partie supérieure du manteau supérieur. Ça va donner donc un magma mafique. Les péridotites, quand ils sont mélangés avec de l'eau, plus de la pression, il y aura une fusion partielle qui va donner du magmatisme. Mais ce magmatisme, il sera aussi basaltique, c'est des laves andésitiques, du magma intermédiaire, mais peut y avoir aussi des granites, car ici nous avons aussi la partie inférieure de la croûte qui peut participer donc à la formation de ce magma et elle apporte donc une touche acide à ce magma, c'est pourquoi il y aura des granites, chose qui n'est pas ici au niveau des arcs insulaires. Les volcans qui vont se former parallèlement à la zone de subduction vont former une ligne, arc, qu'on appelle arc continental. L'arc insulaire, croûte océanique sur la croûte océanique, mais l'arc continental, c'est croûte océanique sous le continent. L'exemple connu ici, sur la Terre, c'est la partie ouest du continent de l'Amérique du Sud. Vous avez un ensemble de volcans parallèles à la côte, parce que cette côte-là, c'est une côte où vous avez une croûte océanique qui plonge. Donc, nous avons une zone de subduction. Un schéma très simplifié d'une zone de subduction. Si vous avez une croûte océanique qui va plonger avec une fine pellicule de sédiments, ces sédiments vont être raclés à ce niveau-là, au niveau de la fosse. Il va y avoir des failles parce que, en passant la croûte océanique sur la croûte continentale, il y aura des sédiments qui vont rester ici, cumulés, et vont se chevaucher les uns sur les autres, sous forme de duplex, qu'on appelle duplex, quand vous avez des failles et une couche se dédouble plusieurs fois, ça s'appelle des duplex. Alors cette zone, elle s'appelle la zone, bien le prisme d'accrétion. Ensuite, vous avez la croûte continentale qui va s'épicer un petit peu vers la compression entre les deux, et donc ça va faire ce qu'on appelle l'arc volcanique avec des volcans dû au magma remonté de la surface. Et puis derrière cette zone d'épaississement de la croûte continentale, vous avez un bassin qu'on appelle le bassin marginal. Donc une plaque continentale chevauchante et une plaque océanique chevauchée. Vous avez aussi des zones
où vous aurez du métamorphisme, haute pression, haute température, ou bien basse température et basse pression. On parlera de ce plan de plongement de la croûte océanique qui s'appelle le plan Benioff, ou bien le plan Ouaddaté-Benioff, qui est dessiné par une ligne qui joigne ce qu'on appelle des foyers donc, des silices. Les caractéristiques des zones de subduction, ou bien des zones de convergence, ou bien les fosses océaniques. Les trois noms signifient la même chose. Donc le plongement d'une croûte océanique hydratée, parce qu'elle était sous l'eau, et froide, dans un manteau qui est chaud, vous imaginez quelque chose, un morceau de verre, et un morceau de fer, pardon, chauffé jusqu'à ce qu'il devienne rouge, et vous le jetez dans un seau d'eau. On va faire une petite explosion, on va avoir une activité. Dans le cas de la croûte océanique, quand elle plonge sous une croûte continentale, vous avez plusieurs activités, telles qu'une activité magmatique, une activité métamorphique, de l'activité tectonique et des séismes, une activité sismique, ça veut dire petit tremblement de terre. L'activité magmatique, elle dépend du type de la subduction. Est-ce que c'est la croûte océanique sur la croûte océanique ou bien la croûte océanique sur la croûte continentale? Dans le cas d'une croûte océanique sous une croûte océanique, vous avez ce qu'on appelle l'arc ancillaire, on l'a vu, et il y aura des basaltes andésitiques issus d'une fusion partielle. Les roches vont fondre en partie. C'est la fusion partielle. Pas toute la roche qui fond, mais juste une partie. Et hydratation du manteau supérieur, donc la partie supérieure du manteau qui n'est pas en contact avec l'eau, va être hydratée et il y aura donc une fusion partielle de ce manteau et de la croûte océanique. Dans le cas d'une croûte océanique sous une croûte continentale, vous avez l'arc volcanique. Et ce volcanisme il sera de nature calco-alcalin. C'est des andésites, des rhyolites. Il pourrait y avoir des plutons de granodiorite ou de granit. Issus toujours de la fusion partielle d'un manteau hydraté, la partie supérieure du manteau. Le fait que vous avez ici des granites, on ne les a pas ici, là, parce qu'il y a la partie intérieure de la croûte océanique qui va être prise dans cette fusion aussi, et donc c'est elle qui va donner la nature magmatique acide pour donner des rhyolites ou des granites. L'activité métamorphique, il y aura du métamorphisme. Le métamorphisme, ça veut dire une transformation des minéraux d'une roche sous des conditions de température et de pression élevées. C'est une adaptation aux nouvelles conditions thermodynamiques. Et le métamorphisme peut être de basse température, haute pression, ça dépend des endroits, ou bien haute pression et haute température. Les roches qui vont être formées par ce métamorphisme, suite à ce métamorphisme, c'est les schistes verts, les schistes bleus et les éclogies. Schistes verts, parce qu'il y a des minéraux qui vont donner la couleur verte. Schiste bleu, il y a des minéraux qui vont donner la couleur bleue. Mais vous avez des éclogites, ce sont des roches métamorphiques, qui sont caractéristiques des ondes de subduction. Et puis l'activité sismique. L'activité sismique, c'est que quand la croûte océanique plonge sur la croûte continentale, il y a un frictionnement. Et de temps en temps, il peut y avoir des petites explosions et des cassures importantes. Ces cassures-là vont créer des séismes, c'est-à-dire des tremblements de terre. Un tremblement de terre est caractérisé par deux points principaux. Le point qui est en profondeur où il y avait explosion, on l'appelle le foyer. Son équivalent à la surface de la Terre, on l'appelle épicentre. Alors, si je prends tous les foyers, c'est-à-dire tous les points où il y a une explosion dans une zone de subduction, je mets une ligne, je les joins par une ligne, et cette ligne sera ce qu'on appelle donc le plan de Ouaddaté-Benioff. C'est le plan de plongement de la croûte. Il est ponté de 45 degrés près et ça peut aller jusqu'à 700 km en profondeur. Ce plan a été défini par les deux chercheurs Hugo Benioff et Caillou Ouaddaté en 1949. Il a repris les idées. Donc le nom de ce plan est relativement au chercheur Hugo Benioff en 1949. Donc, quand vous avez toutes ces activités, l'activité magmatique importante, l'activité métamorphique et vous avez l'activité sismique, le tremblement de terre, on appelle donc la marge de ce continent où il y a cette
activité et une marge active. C'est-à-dire une marge où il y a une subduction, où il y a beaucoup d'activité. Contrairement à une marge passive où il n'y a aucune activité. Exemple, il y a un peu, je ne sais pas, quelqu'un, vous devez tous, s'il vous plaît, euh, déconnecter vos micros et vos caméras pour que le réseau puisse supporter. Et pour qu'on n'a pas de coupe. Je ferme la parenthèse. Donc la marge active, c'est une marge qui contient toutes ces activités. Mais une marge passive, c'est une marge passive où il n'y a pas d'activité. Exemple, la marge du continent africain, ça limite avec la croûte océanique de l'océan Atlantique, il n'y a pas de subduction. On passe directement du continent à la croûte océanique, mais sans aucune subduction. On appelle ça une marge passive. Alors, un petit schéma pour expliquer un petit peu ce qui se passe, c'est que vous avez ici une croûte océanique en vert qui va plonger sous la croûte continentale ici. Le manteau supérieur, ou bien le manteau lithosphérique. Il y a de l'eau qui va être acheminée par cette croûte océanique plongeante, hydratation du manteau et de la croûte, et ceci donc va provoquer ici un métamorphisme avec apparition des schistes verts riches en chlorite. La chlorite là verte, c'est elle qui va donner donc la couleur et le nom des schistes verts. Ensuite, vous avez de l'eau qui peut aller avec la croûte plongeante jusqu'à le manteau supérieur. Et à ce moment-là, ça va créer donc un métamorphisme haute pression, basse température, et ça va donner des schistes bleus. Dans le manteau, dans la partie inférieure du manteau supérieur, il y a aussi une hydratation qui va créer donc ce qu'on appelle des éclogies. Donc, déjà, vous avez une zonalité, les schistes verts au début, les schistes bleus au milieu, et en profondeur, ça peut former donc des éclogies comme roches caractéristiques des zones de subduction. Ici, c'est un schéma qui montre un petit peu le plongement de la croûte avec les différents phénomènes tels que l'hydratation de la croûte océanique, l'hydratation de la partie supérieure du manteau et l'hydratation de la partie inférieure du manteau. Et ça va donner les schistes verts en haut, la partie centrale, les schistes bleus, et en bas, les périodiques hydratées peuvent former un magma qui va sortir à la surface, mais aussi un métamorphisme qui va nous écloger. Alors, autour du monde, sur une carte du monde, les principales limites convergentes, ou bien les principales zones de subduction, en trait discontinu rouge. Donc, nous avons des zones de subduction sur la partie ouest de l'Amérique du Sud, la partie ouest de l'Amérique du Nord, le nord de l'océan Pacifique. Vous avez ici aussi la côte si vous voulez, est de l'Eurasie, autour de l'Australie, une partie ici au niveau des Philippines et au Japon aussi. Ce sont des fosses océaniques ou bien des subductions encore actives aujourd'hui. On assiste encore à un plongement de la croûte océanique sous les continents. Mais on a des zones où il y a des limites de continents où on a une ancienne subduction et ça continue le mouvement de rapprochement, tel que par exemple ici au nord de l'Afrique et sud de l'Europe où nous avons les traces d'une ancienne zone de subduction où il y a une croûte océanique qui a complètement disparu. On va voir ça dans l'évolution des zones de subduction dans le temps. Une autre carte qui montre la plaque pacifique et autour de la plaque pacifique, c'est une plaque faite uniquement de la croûte océanique. Autour de cette plaque, c'est ici, on a ce qu'on appelle, c'est ce que les géologues ont appelé la ceinture de feu du Pacifique. La ceinture du feu du Pacifique. C'est une ceinture, on dit du feu parce qu'il y a beaucoup d'activités autour du Pacifique. Cette caractéristique du feu du Pacifique est due au fait que la dorsale pacifique, où est né le basalte, où il y a écartement, est très rapide. On l'a dit la dernière fois, c'est 20 cm par an.
très rapide par rapport, par exemple, à à la naissance de la crotte océanique dans l'océan Atlantique, qui est de 2 à 3, ou à 4 cm par an. Et c'est x5. Donc ce sont des dorsales rapides. Donc, autour de l'océan Pacifique, nous avons des zones de subduction où il y a une disparition rapide. Et cette disparition rapide fait que nous avons chaque fois autour de la croûte, ou bien autour de la plaque pacifique, c'est-à-dire à l'ouest des deux Amériques et à l'est de l'Eurasie et l'Australie, nous avons une activité tectonique, une activité sismique, une activité volcanique et beaucoup de métamorphisme. Donc nous avons beaucoup de séismes. C'est pourquoi vous avez des tremblements de terre et des volcans actifs dans cette région. Et il y aura même parfois des tsunamis, c'est-à-dire des masses d'eau, des grandes vagues d'eau qui vont déborder sur le continent, qui sont dus à des tremblements de terre dans l'océan ou à des failles dans l'océan. L'évolution d'une marge active ou bien d'une zone de convergence ou d'une zone de subduction. Alors, dans le schéma ici, il montre l'évolution depuis le plongement d'une croûte océanique sous un continent. Ce plongement va aboutir déjà à une formation de chaîne de montagne qu'on appelle chaîne de subduction. La chaîne de subduction est due à la compression entre la croûte océanique et la croûte continentale, entre la plaque ici A et la plaque B. Et puis la croûte océanique va continuer à plonger. Mais à un certain moment, la croûte océanique va plonger, c'est-à-dire d'une façon continue, jusqu'à ce que ce continent-là arrive à ce continent-là. Donc, si la croûte océanique continue à un certain moment, nous aurons ce continent en face de ce continent et ça va créer ce qu'on appelle une collision. C'est comme une collision entre deux voitures. Une collision, cette collision va former une chaîne de montagne, on appelle une chaîne de collision. L'exemple le plus connu dans les chaînes de collision, c'est la chaîne de l'Himalaya, due à la collision du continent indien et le continent eurasien. On va en parler à la fin de la séance. Donc, cette croûte océanique va être, une partie de la croûte océanique fossile va rester dans la chaîne de montagne. Et donc, quand on fait du terrain ici, quand on est géologue, on vient ici, on trouve des roches qui ont la composition de la croûte océanique. Et on se dit, mais que vient faire cette croûte océanique sur le continent? Eh bien, parce que c'est la trace, c'est l'argument qu'il y avait un océan qui est fermé. Et cette croûte océanique qui va rester sur le continent va s'altérer et va donner ce qu'on appelle des ophiolites ou bien des serpentites. Ces roches dites ophiolites, ce nom vient du terme latin ophios, qui veut dire serpent, car les altérations de ces roches vont former des lignes qui rappellent des serpents. D'ailleurs, on les appelle des serpentinites en France. Dans certains cas, vous avez par exemple toujours une subduction, la croûte océanique va rentrer sur la croûte océanique, va plonger sur la croûte océanique, vous avez deux continents qui vont se rapprocher. Ça passe, avant la collision, on passe par une étape intermédiaire où vous avez la croûte océanique va remonter sur le continent. Et on appelle ça une obduction. Ça forme une petite chaîne de montagne dite obduction. C'est-à-dire que la croûte océanique remonte par force, pas par différence de densité. Et on aura donc à la fin formation d'une chaîne de collision. Toujours quand on a une chaîne de montagne qui se forme, les bordures de la chaîne peuvent connaître des petits affaissements, des petits effondrements. Ça forme des bassins qu'on appelle des bassins flexuraux. Ici, vous avez un bassin flexural. C'est une petite flexure qui forme un bassin, une dépression, et qui accompagne la formation des chaînes. En général, donc, les deux continents qui rentrent en collision donnent une chaîne de montagne, et cette chaîne de montagne peut continuer une partie de la croûte océanique trace fossile de l'ancien océan fermé, et ça va donner des ophiolites. Ici, donc, nous avons des chaînes de montagne qui se forment sur les limites de plaques. Parce que c'est une limite de plaque A, limite de plaque B, une chaîne de montagne. On va voir s'il y a des chaînes de montagne qui se forment à l'intérieur d'un continent. Les chaînes de montagne s'appellent des chaînes intracontinentales. Exemple le plus connu, vous avez la chaîne du Haut Atlas marocain, ici à
une quarantaine de kilomètres au sud de Marrakech, le Haut Atlas est une chaîne intracontinentale. Quelles sont les étapes qui aboutissent à une chaîne intracontinentale? Vous savez que les phénomènes, les mécanismes, l'ensemble des mécanismes pour former une chaîne de montagne s'appelle l'orogenèse. L'orogenèse, c'est deux termes. Oro, relief, genèse, formation. Formation d'un relief. L'orogenèse, c'est l'ensemble des processus qui vont aboutir à la formation des chaînes de montagne. Mais il y a trois étapes intéressantes. Il doit y avoir une première étape, on appelle donc une étape de distension et d'ouverture de bassin. Il faut avoir un bassin qui va s'ouvrir. Pour avoir un bassin, il faut avoir une distension. Donc, une distension est nécessaire pour faire un bassin. Ça doit être rempli par des sédiments. C'est la deuxième étape, c'est le remplissage des sédiments. Et puis la troisième étape, c'est la fermeture du bassin par compression. On va comprimer, contrairement à la distension. Et cette compression va faire un relief. Deux voitures qui rentrent en collision, et il y aura les capots qui vont remonter vers le haut. Et le relief. Donc c'est un phénomène physique démontré scientifique. Mais la question qui se pose, pourquoi on a une étape de distension, les contraintes sont des contraintes distensives, c'est-à-dire il y a une divergence, et puis ces contraintes redeviennent compressives. Qu'est-ce qui fait que les contraintes distensives sont remplacées par les contraintes compressives, ou bien qu'est-ce qui fait que le sens a été inversé? D'ailleurs, on parle d'une inversion tectonique lors d'une orogénèse. Cette inversion aboutit à l'inversion de direction des contraintes, et la distension sera remplacée par la compression de la chaîne de montagne. Donc, avec un schéma, vous aurez donc, dans une région donnée, une distension. Cette distension, on l'avait dit, ça peut être lié à un point chaud qui va faire un bombement, érosion, fracture, et puis vous avez des glissements par exemple du bombement thermique. Et on a dit que ça peut s'arrêter dans cette étape, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de rupture pour de l'émission, il va y avoir un remplissage sédimentaire. Donc le remplissage sédimentaire de l'étape numéro 2 va être suivi par une compression et il va y avoir un soulèvement avec le jeu des anciennes failles normales qui deviennent des failles inverses. Ça va donner le relief. Donc c'est les trois étapes qui caractérisent l'orogenèse ou bien les mécanismes de formation de chaînes de montagne. Et on appelle ces chaînes de montagne des montagnes intracontinentales, à l'intérieur d'un continent. Ce n'est pas à la limite des plaques. Le troisième type de limite dont on va parler, c'est les limites transformantes, ou bien les failles transformantes, ou bien les limites de plaques dites aussi conservatrices. Donc on a vu les limites de divergence, là où les plaques s'éloignent les unes des autres par création de nouvelles crottes océaniques, et puis les limites de rapprochement où la crotte océanique plonge sous la crotte océanique, ou bien la crotte océanique, c'est une zone de convergence, de rapprochement, deux types de limites qui se compensent. Tout ce qui est créé au niveau des dorsales va disparaître au niveau des fosses océaniques ou bien au niveau des subductions. Et ici, c'est une limite transformante. C'est des limites conservatrices. Il n'y a pas création de la surface comme les limites divergentes. Il n'y a pas de disparition de la surface comme les limites convergentes. Ici, il conserve la surface. Donc, c'est tout simplement un mouvement latéral des plaques les unes des autres. Donc, ici, vous avez la dorsale océanique de l'Atlantique. C'est au milieu de l'Atlantique. C'est à ce niveau-là qui est créé les basaltes et qui vont pousser la plaque américaine et la plaque africaine dans les deux sens. On va voir en détail cette partie entre l'Amérique et l'Afrique. C'est ce qu'on appelle l'Atlantique central, parce que vous avez l'Atlantique qui est partagé en trois, l'Atlantique nord, l'Atlantique central et l'Atlantique sud. C'est donc le détail de cette ride médio-océanique, de cette zone de convergence. Donc c'est là où sont créés les basaltes, c'est là où les deux continents vont être poussés l'un, chacun dans un sens, et ça va donner. Alors vous avez remarqué sûrement qu'il y a des lignes qui décalent. La ride médio-océanique, elle est décalée. Donc ce sont ici ce qu'on appelle les failles transformantes
Et regardez, d'un côté, ici, on voit la plaque américaine, de l'autre côté, c'est la plaque africaine. Donc, ce sont des failles transformantes, car elles ont un mouvement décrochant et qui séparent en général des morceaux de la ride médiocre. Un bloc diagramme qui montre donc la ride médio-océanique montée des basaltes et pousse dans les deux sens, la plaque A et la plaque B, et puis une faille transformante qui sépare la ride, qui décale la ride. Il y a un décalage, il y a un décrochement qui décale la ride, c'est les failles transformantes. On va voir dans le reste du cours à quoi servent ces failles transformantes. Si les deux limites convergentes et divergentes se compensent, pourquoi est-ce qu'il doit y avoir les failles transformantes? Quel est leur rôle? Pourquoi elles sont là? On les a appelées les limites conservatrices parce qu'ils conservent la surface. C'est pas comme les dorsales qui font créer de la nouvelle surface, c'est pas comme les fosses ou les subductions qui font disparaître de la surface. Regardez ici en détail, quand on a une ride ici en vert, deux lignes en vert, c'est là où vous avez création de la surface par arrivée de nouveaux basaltes, et on pousse latéralement les deux plaques, A et B. La faille transformante, c'est elle qui décale. Donc, le décalage géométrique, c'est ce décalage de décrochement, c'est le rejet de décrochement entre A et A'. Et puis, le déplacement relatif, c'est le déplacement de ces flèches. Donc, regardez, normalement, la faille qui est là, la flèche elle pousse dans le sens ici, alors que nous avons un mouvement dans ce sens. Ceci va faire que si vous avez la distance AA qui augmente, ça veut dire que le mouvement de la faille transformante est beaucoup plus rapide que la création des basaltes dans l'arrêt. Mais si vous avez AA qui est constante, une distance constante, c'est que la vitesse de création de basalte, la création des basaltes ici, est la même que la vitesse de déplacement de la faille. Donc, j'ajoute des basaltes pour créer la surface et c'est décalé rapide. Donc, il peut y avoir une augmentation de la surface. Donc, la ride a une vitesse beaucoup plus faible que le déplacement de la faille, ou bien les deux phénomènes, c'est-à-dire le phénomène de la ride, de création de la surface, et le phénomène de la faille transformante, sont égaux, les mêmes vitesses. Donc, il y a une compensation et vous avez une distance AA constante. Cette distance, il est constante. Sinon, il augmente car la vitesse de la faille transformante est rapide par rapport à la vitesse de création de la surface au niveau de l'arc. L'origine des failles transformantes. Pourquoi ces failles transformantes doivent être ici et elles doivent décaler la ride? La ride médio-océanique, on voit des milliers de failles transformantes. Ce sont des décrochements qui décalent la ride. Pourquoi ils sont là? Eh bien, tout simplement parce que tout ce qui se passe sur la surface de la Terre, on l'avait décrit il y a longtemps comme des mouvements, c'est-à-dire comme des mouvements qui se passent sur un plan. Alors que c'est faux. La surface de la Terre, ce n'est pas un plan. La surface de la Terre, c'est une surface sphérique. Tout se passe sur la surface sphérique. Et c'est pourquoi, dans les années, c'est-à-dire le XVIIIe siècle, il y a un mathématicien suisse, il est aussi physicien, qui s'appelle Leonhard Euler, qui a évoqué pour la première fois la géométrie sphérique. Et il dit que, attention, les théories, les mouvements, les déplacements, la géométrie sur la surface de la Terre ne peut pas être décrite par la géométrie planaire. Ce n'est pas un plan, c'est une sphère. Et donc, tous les mouvements des plaques tectoniques sont des mouvements qui se font sur une sphère, pas sur un plan. Donc, ils tournent, ils font une rotation. Donc, le déplacement, par exemple, de la plaque A par rapport à la plaque B, un point qui était là et s'est déplacé, il a fait une rotation autour de la Terre. Si l'Afrique s'éloigne de l'Amérique, c'est qu'il ne va pas faire un déplacement linéaire. Il fait une rotation. Ça fait un arc. Et donc là, c'est pourquoi tout déplacement d'un point A vers un point B peut être décrit par un angle. Une distance en arc sur la surface de la Terre, mais un angle par rapport à la surface de la Terre.
Si un bateau va de Casablanca à la Floride, il va faire une distance linéaire, mais qui n'est pas rectiligne. C'est un angle. Si vous partez de l'équateur au pôle Nord, vous avez fait 10 000 km linéaire, mais en même temps, vous avez fait un angle de 90 degrés. Donc, les déplacements sur la surface de la Terre peuvent être décrits par des distances linéaires ou bien des distances angulaires. Et donc, quand une plaque tourne autour de la Terre et se déplace sur la Terre, en fait, il tourne autour d'un axe qu'on appelle l'axe eulérien. Et tous les points qui se déplacent vont suivre ce qu'on appelle des parallèles eulériens. Ça dépend de chaque plaque, car toutes les plaques ne font pas les déplacements dans le même sens. Les plaques, en fait, se déplacent si, par exemple, l'Amérique ici s'éloigne de la plaque Afrique ici, en fait, ce déplacement va se faire de cette manière, ce déplacement linéaire. Ce déplacement linéaire, pardon. Ce déplacement linéaire, il est petit ici parce qu'on est proche de l'axe, mais en s'éloignant de l'axe, il est très important. Donc, il va y avoir une différence de vitesse, il peut y avoir une ouverture, il peut y avoir des trous au niveau de l'axe. Et donc, les failles transformantes sont là pour équilibrer et pour faire un équilibre entre les différentes parties. Les points de déplacement depuis le pôle eulérien jusqu'à l'équateur eulérien font des points, des distances angulaires qui sont les mêmes, mais linéaires différentes. Donc, on va couper ça par des failles transformantes, et ces failles transformantes vont donner donc ce qu'on appelle donc des compensations de la différence d'ouverture. D'où la nécessité des failles transformantes qui vont équilibrer ces différences de déplacement. Donc c'est pourquoi les failles transformantes elles sont là. Ils vont équilibrer. Quand vous coupez un plastique, les morceaux que vous coupez sont plus larges au milieu, mais sont fins et minces au niveau du pôle. C'est comme deux personnes qui font deux cercles, un grand cercle et un petit cercle. Le grand cercle il fait une grande distance et le petit cercle il fait une petite distance. Mais tous les deux ils ont fait le même angle, 360. Alors on va voir un exemple d'impact de la tectonique des plaques autour de la Méditerranée. Comment la tectonique des plaques a expliqué tout ce qui se passe au niveau de la surface de la Terre. Regardez ici, vous avez 6 positions différentes des continents selon le temps. La première, il y a 250 millions d'années, 200 millions d'années, 150, 100 millions d'années, jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, les continents, on les voit ici, dans leur position actuelle. Mais il y a 250 millions d'années, ils sont regroupés en un seul continent qu'on a appelé à l'époque la Pangée, la Terre unique. Alors, les déplacements des continents ont créé des déplacements, des forces à l'intérieur de ces continents. Regardez là, vous avez donc, après la dislocation, le mouvement d'éloignement de l'Afrique et de l'Amérique va créer l'Atlantique central. Voici les flèches rouges qui indiquent le sens de déplacement de l'Afrique. Donc, depuis 250 millions d'années jusqu'à 100 millions d'années, c'était le même déplacement et nous avons l'ouverture de l'Atlantique central. Mais après, il doit y avoir l'ouverture de l'Atlantique sud qui va changer le mouvement, le sens du mouvement de l'Afrique. Vous voyez? Donc, l'Afrique s'est déplacée vers le sud-est depuis 250 millions d'années jusqu'à moins 100 millions d'années. Mais après 50 millions d'années, il y a ouverture de l'Atlantique sud. Donc l'Atlantique ne s'est pas ouvert en même temps. Tout l'Atlantique, le nord, le centre et le sud, c'est des ouvertures successives dans le temps. Donc au moment de l'Atlantique central qui s'ouvre, l'Afrique se déplace dans ce sens. Mais au moment de l'ouverture de l'Atlantique sud, l'Afrique s'est déplacée vers le nord. Il y a un changement depuis cette direction jusqu'à celle-là. C'est ce changement de direction, de déplacement de l'Afrique qui va changer la direction des forces et des contraintes à l'intérieur du continent. D'ailleurs, ce changement, ce déplacement va faire une collision avec l'Europe.
L'autre exemple, c'est l'Inde, le mouvement de l'Inde. L'Inde, il était là il y a 250 millions d'années. Il était en bas. Il va se déplacer dans ce sens. Et se déplace dans ce sens, jusqu'à ce qu'il va arriver au sud de l'Asie. Il va donc faire une collision avec l'Asie. Et avec le temps, ça va faire une chaîne de montagnes qui continue encore à se faire aujourd'hui. Ce mouvement de l'Afrique vers le nord et ce mouvement de l'Asie vers le nord continue encore aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'Atlantique Sud continue à s'ouvrir et pousse toujours l'Afrique vers le nord, et l'océan Indien continue à s'ouvrir et il pousse l'Inde vers le nord. Et donc, ça fait que vous avez de temps en temps des mouvements de tremblements de terre au nord de l'Afrique, au sud de l'Europe, et au nord de l'Inde et au sud de l'Eurasie. C'est ça qui fait qu'il y a des séismes au nord de l'Afrique, au Maroc par exemple, Al-Husayma, Al-Nador, Asnan en Algérie, à Malaga en Espagne, le volcan Etna en Italie, les tremblements de terre de l'Iran, la Turquie, sont tous liés à ce mouvement vers le nord de l'Inde et de l'Afrique. Voici donc un autre schéma qui montre un petit peu le détail. Ici, nous avons donc, vers le Trias, 250 millions d'années, l'Amérique du Nord est à côté de l'Afrique. L'ouverture de ce bassin de l'Atlantique central a donné donc des contraintes vers le sud-est. Et puis, l'Atlantique sud a fait pousser vers le nord. Donc, au moment de l'ouverture de l'Atlantique central, il y a un bassin atlantique ici. Et au moment, donc un remplissage, depuis 50 000 années jusqu'à 50 000 années, il y a un remplissage. Et au moment où l'Atlantique Sud s'ouvre, l'Afrique va changer de direction, il va rentrer en collision avec l'Europe et ça va former les Alpes et l'Atlas. Il va former un océan, l'océan alpin, et il va former une chaîne de montagnes. Donc toutes les chaînes de montagnes du sud de l'Italie, le sud de la France, le sud de l'Espagne, le nord du Maroc, le nord de l'Algérie et la Tunisie, sont des chaînes de montagnes qui sont formées par collision Afrique et Europe au moment de l'ouverture de l'Atlantique Sud. Si on a encore une étude à lire chez vous, c'est en détail un article d'un monsieur qui s'appelait donc Fernandez en 2019. Donc vous avez ici le résumé, l'évolution du mouvement de l'Afrique par rapport à l'Iberie de l'Espagne jusqu'à depuis 185 millions d'années jusqu'à aujourd'hui. De ça, vous avez déjà suivi vous, c'est pour votre information générale, il n'y aura pas cette partie dans l'examen. En détail, ce déplacement de l'Afrique vers le nord, il se fait avec un déplacement de 7 mm par an dans sa partie est et la partie ouest 4 mm par an. Donc, c'est ces déplacements qui vont faire donc des séismes. Et vous avez ici les points rouges qui donnent l'exemple d'importants séismes qui ont été enregistrés dans cette partie-là. Ici, donc, vous avez celui de Husayma, c'est le 24 février 2004. Ici, donc, Zemmouri en Algérie. Et puis, vous avez Messine en Italie en 1908, ainsi de suite. Pour l'exemple de l'Inde en détail, donc on a déjà parlé, mais regardez ça en détail. Donc l'Inde avec le sommet le plus haut du monde, qui s'appelle Everest, et qui est élevé par rapport au niveau moyen des mers de 8848 mètres, c'est 8 km, c'est à peu près 9 km de hauteur. Le sommet s'appelle Everest, relativement à George Everest, un géomètre qui a fait donc la mesure de la hauteur pour la première. Donc, dans le temps, vous avez l'Inde qui était à côté de l'Afrique, ici, et puis il s'est déplacé en carte, ce sont des diagrammes, pour entrer en collision avec l'Asie et donner une chaîne de montagnes à ce niveau. En conclusion, si les mouvements de plaques se font, si les mouvements de plaques sont aujourd'hui évidents, si les mouvements de plaques sont acceptés, qui sont les moteurs? Les arguments, on les avait au début, mais qui sont les moteurs? Qu'est-ce qui fait bouger ces plaques? Alors, il y a 3 propositions différentes. Le premier, c'est que les gens disent que, bien, les auteurs, les spécialistes, que
le mouvement des basaltes au niveau des dorsales qui remontent vers le haut pousse latéralement. C'est comme si vous poussez deux personnes pour faire de la place. Donc ça pousse vers le haut et ça déplace latéralement, il repousse latéralement les plaques tectoniques. Le mouvement aussi le mouvement aussi de la plaque plongeante. Donc une plaque plongeante par différence de densité. La plaque océanique plonge et ce mouvement de plongeant vers le bas, c'est que vous avez une croûte océanique dense, lourde. Quand il plonge à la verticale, il y a une chute vers le bas et il tire le reste de la croûte océanique. C'est comme si vous avez un tissu sur une table, vous le tirez vers le bas d'un côté. À un certain moment, la densité ou bien la chute, la gravité va faire que la grande partie du tissu va glisser vers le bas et va tirer le reste. C'est comme une nappe sur une table. Quand il est déséquilibré, il va tirer vers le bas et le reste de la nappe va tomber dessus. Troisième point, c'est ce qu'on appelle les courants de convection. C'est quoi un courant de convection? Ce sont des mouvements du manteau supérieur, des roches du manteau supérieur qui remontent vers le haut par température chaude. Quand il arrive à peu près sous la croûte océanique, ils sont refroidis, ces roches, et ils redescendent. Donc c'est un mouvement lié à la température chaude, refroidi, il descend, chauffé, il remonte, et ça fait un cercle. Et on l'appelle des courants de convection. C'est comme des roues ou bien des chaînes de chars qui tournent, donc ça déplace la croûte océanique. Et en fait, les trois points, c'est-à-dire la montée des basaltes qui poussent latéralement, le glissement de la croûte océanique qui fait plonger et tire le reste de la croûte et ses couronnes de convection, les trois ensemble aboutissent ce mouvement des plaques. Pour les principales conséquences de la tectonique des plaques. Donc, les conséquences, c'est que on a la dérive du continent, il est responsable de la formation des chaînes des montagnes, soit en bordure de plaques, soit à l'intérieur, c'est-à-dire les chaînes intracontinentales. La tectonique des plaques et la dérive des continents a permis d'expliquer l'arc volcanique ou l'arc insulaire, et les séismes, et les tremblements de terre, et les tsunamis, et toutes les chaînes de montagnes, et la position actuelle des océans et des continents. Les déformations à l'intérieur des continents, c'est-à-dire les chaînes intracontinentales, l'ouverture des bassins, les directions des contraintes, l'origine des contraintes, la nature des contraintes et leur sens. Tout ça s'explique par la dérive. La position actuelle des différents continents et des différents océans, des différentes montagnes. C'est expliqué par la technique des plaques. Et donc la compréhension de la technique des plaques, la dérive du continent, de la théorie de Wigner, qui a été proposée en 1912, le fait de comprendre ces mouvements permettra donc d'expliquer et de localiser les zones à risque, les zones où peut y avoir des séismes, de connaître aussi la surface de la Terre, comment elle a évolué, et de connaître aussi l'explication des différents phénomènes qui se passent sur la surface de la Terre, à savoir les volcans, les séismes, les déplacements du continent, les effondrements, etc. Et en fait, si on comprend cette théorie de Wigner, cette dérive du continent, les gens qui ont étudié un petit peu ces phénomènes de près pensent qu'il y a un cycle de formation d'océans et de chaînes de montagnes, d'océans et de chaînes de montagnes. Et ça nous ramène à parler d'un géologue américain qui s'appelle Wilson et qui a proposé ce cycle et qu'il a appelé le cycle de Wilson. Alors, Wilson est vécu donc entre 1908 et 1993. C'est un géologue géophysicien et qui a donc travaillé sur ces problèmes. Il a suggéré que l'évolution de la surface de la Terre se fait selon le cycle de Wilson. Et pour lui, ce cycle il a commencé il y a 3 milliards d'années, c'est-à-dire 1,5 milliard après la formation de la Terre. L'âge de la Terre, c'est 4,6 milliards d'années. Donc 1,5 milliard, la Terre donc, se stabilise, se forme et prend forme. Après, il y aura formation de la croûte, le manteau, etc. Et puis, début du cycle de Wilson.
Alors, le cycle de Wilson, c'est quoi? C'est que nous avons, au niveau d'un point chaud dans le manteau, sur la croûte, il doit y avoir des fractures, un bombement, des fractures, et puis vous aurez un bassin qui va s'ouvrir, la rupture de la croûte, montée des basaltes formés au niveau du manteau, et ça va former un océan. L'océan va s'ouvrir, à un certain moment, il va se fermer par inversion ou par mouvement de l'autre côté de la Terre. Si vous avez aujourd'hui ouverture de ce côté, de l'autre côté, il doit y avoir fermeture. Donc, cet océan va se fermer, il va y avoir un arc volcanique, et puis il y a une collision, à la fin, une collision. Cette collision va faire une chaîne de montagnes. Cette chaîne de montagnes va s'éroder, et à un certain moment, il va y avoir un bombement thermique et rebelle. Donc, bombement thermique, formation de bassin, océan, fermeture, collision, érosion, mouvement thermique et ça tourne. Ça s'appelle le cycle de Wilson. Et vous pouvez voir une vidéo de ce cycle de Wilson dans les liens suivants. Il y a un lien à ce niveau-là. C'est un lien d'une vidéo sur YouTube. Vous pouvez voir. Et vous avez aussi en bas ici un lien de ce travail de M. Wilson qui explique son cycle. Donc, la Terre, il est sous l'emprise d'un cycle d'évolution qui prend un peu de temps, c'est le temps géologique. Vous aurez donc du temps géologique. Vous ne pouvez pas, en tant qu'humain, nous avons une moyenne d'âge entre 80 et 90 ans. On ne peut pas assister à ce phénomène. Mais la Terre, elle va évoluer comme un cycle. D'ailleurs, il y avait une première c'est-à-dire regroupement, un premier regroupement des continents. On a